Je, je pense que c'est important que vous compreniez une chose, c'est que le concept de liberté, en fait, est très peu présent. On en discutait avec un de vos camarades à la pause. Le concept de liberté est très peu présent dans l'Antiquité. Euh, Quand on parle de liberté, vous voyez, on parle de la liberté, comment dire, euh, de l'esclave affranchi. En fait, c'est un mot qui désigne un esclave affranchi. Euh, En réalité, la liberté est un concept qui est d'abord venu dans la perspective chrétienne. Euh, Pourquoi ? Parce que la liberté désigne quoi ? Elle désigne l'absolue indétermination de la personne humaine en face de la volonté divine. Dieu a beau vouloir des choses pour votre bonheur, pour votre vie, pour votre tout ce que vous voulez, enfin chez les chrétiens, vous êtes totalement libre de refuser ces choses-là. Et totalement libre jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que, pardon, j'emploie le mot qu'il ne faut pas, donc la liberté, vous êtes totalement capable de dire à Dieu non. Et ça, vous voyez, c'est un concept chrétien. C'est pas évident parce que on a trop tendance à se représenter le christianisme comme l'Inquisition, les gens qui font des croisades et qui crament parce que les gens ne croient pas. Mais en réalité, le fond du christianisme, eh bien, a un respect normalement, parce que évidemment, hein, ça dépend des personnes, mais normalement, et notamment quand vous étudiez la philosophie médiévale, vous voyez que les personnes sont fondamentalement convaincues que les personnes sont totalement libres. Et que une des seules choses face auxquelles Dieu choisit face à laquelle Dieu choisit de capituler, c'est la liberté humaine. Sinon, cette théologie ne serait pas capable d'assumer les drames humains. Hein. Je veux dire, sinon, si on se dit, voilà, mais Dieu est très très bon, non, Dieu même est la bonté, par contre, le viol de ma cousine, il l'a permis. Eh ben oui, mais en fait, il y a un moment, comprenez bien, pour une religion qui a 2000 ans, ils ont réfléchi quand même sur ce genre de truc. Ils se sont dit, bon, comment on arrive à concilier les deux ? Et en fait, bah, y a une réponse, c'est que la liberté de l'homme est quelque chose qui est éminemment respecté. Et le christianisme, c'est quoi ? C'est Dieu se fait homme pour sauver les hommes. Si les hommes ne veulent pas du salut, Inch'Allah, j'allais dire pas du tout. Non, parce que justement, on ne sait pas si Dieu le veut. S'ils ne veulent pas du salut, tant pis pour eux. Le christianisme, attention, je le rappelle pour les gens qui sont tentés de croisade. Le christianisme, c'est juste une annonce d'une bonne nouvelle. C'est juste de dire, coucou les gars, en fait, vous êtes sauvés. C'est pas de dire, coucou les gars, en fait, vous allez faire partie de ma religion, parce que sinon, vous ne serez pas sauvés. Et ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Je dis ça parce que j'ai été trop enquiquiné, moi, par des personnes qui voulaient à tout prix convertir le philosophe que j'étais. Hein, et je leur disais, mais si votre Dieu est si bon, il accepte que je lui dise merde. Ils me disaient, mais c'est pas gentil. Oui, enfin bon, il accepte. Parce qu'il respecte la liberté. Sinon, c'est une fausse liberté. Vous comprenez bien. Donc, je vous ai pris un théologien du Moyen-Âge pour comprendre ce que c'était que la liberté. Thomas d'Aquin. Alors attendez, pourquoi dès qu'on fait de la philosophie et qu'on tape dans le Moyen-Âge, on sort tout le temps Thomas d'Aquin ? Parce que he's the best dans tout le Moyen-Âge. C'est le meilleur penseur du Moyen-Âge. Pourquoi je dis le meilleur penseur ? Je ne dis pas qu'il a pensé la vérité, je ne dis pas ce genre de choses. Mais tu as une question, il a pensé un truc sur cette question. La Somme de théologie, par exemple, 4 volumes d'à peu près 4000 pages, une succession de questions. Mais une succession de questions, et en plus, il te prend au sérieux, c'est-à-dire qu'il fait quoi ? Il fait la question, il a une thèse, il met tous les arguments qui vont contre sa thèse,
Ensuite, il dit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, voilà quelle est ma réponse. Et ensuite, il répond à toutes les objections qu'il avait présentées avant. Pour chaque question, c'est un bourrin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont calculé, si on suit son rythme, on écrit 12 pages Times New Roman 10 tous les jours pendant 8 ans. 12 pages tous les jours pendant 8 ans. Bien. Pas la page blanche, non, non, non. Et surtout, il écrivait, et de temps en temps, pour certains livres, il dictait en même temps. C'est-à-dire qu'il écrivait et il dictait à son secrétaire un autre livre à côté. C'était un malade mental. Non mais je vous dis, c'était un malade mental. Donc, ça fait que il est mort un peu jeune. Il s'est complètement cramé la tronche intellectuellement. En plus, en fait, sachez qu'à Lyon, il y a eu un concile à Lyon. Et Bonaventure, qui est l'autre tronche de ce siècle, hein, et Bonaventure, Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Les trois doivent se retrouver au concile. Il y en a deux qui clament. L'un sur la route, l'autre quand il y est. Et le dernier, Albert le Grand, qui était le plus vieux, lui, il s'en sort, mais il n'a rien dit. Génial. Un concile prolixe et fécond. Thomas d'Aquin, donc justement, petite anecdote, est-ce que vous savez comment meurt Thomas d'Aquin? Toujours drôle d'avoir la mort des philosophes et la mort des penseurs. Je vous rappelle Thalès. Comment meurt Thalès, est-ce que vous savez? Thalès, c'est le philosophe qui vous dit que tout est eau. Comment il meurt? De déshydratation dans un stade. C'est génial. Diogène, comment il meurt? Mordu par un chien. École des cyniques, qui veut dire chien. J'adore. Non mais c'est ultra drôle. Vous voyez, Aristote, lui, il meurt visiblement d'un ulcère à l'estomac. Et il meurt en disant quoi? Il n'y a pas d'amis. Le mec, il a fait tout un bouquin sur toute l'amitié. C'est son concept phare. Il n'y a pas d'amis. Allez, terminé. Thomas d'Aquin, donc lui, comment il meurt? Alors c'est en plusieurs jours. C'est une petite parenthèse, voilà, une petite récréation. Il va célébrer la messe. Somme toute, pour un chrétien, prêtre, moine, dominicain, tout va bien. Au moment de la messe, il y a un moment qui s'appelle l'élévation. Donc c'est au moment, en fait, où le prêtre a sanctifié, a consacré le pain et le vin. Donc, pour un chrétien, à ce moment-là, c'est plus le pain et le vin, mais c'est substantiellement le corps et le sang de Jésus. Donc c'est pas n'importe quoi. Et il y a un moment où le prêtre élève ces choses-là dans le but de reproduire l'offrande à Dieu. Il le présente au Père, c'est-à-dire, parce que vous savez que Jésus s'offre pour les hommes, donc on représente à Dieu le Père, au cas où il est oublié. Tu te rappelles? Voilà, c'est bon, ça va. Au moment de l'élévation, Thomas d'Aquin reste comme ça. Et donc, parce qu'il y a d'autres moines qui sont derrière. Vous voyez, il y a un petit moment de silence, ils disent, ah, il est très pieux. Puis au bout d'un moment, il y a un petit... Enfin, il n'y avait pas de montre à l'époque, je ne sais pas pourquoi je regarde un. Voilà. Et ça dure plusieurs heures. Donc, comme ça. Vous voyez? Donc, entre-temps, les moines, ils se sont barrés, ils reviennent de temps en temps, ils passent la tête pour dire, bon, toujours pareil, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, il redescend. Et il ne parle plus du tout. Alors qu'il dictait des livres, je vous rappelle, machin. Son secrétaire arrive le soir. Alors, frère Thomas, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Et ce, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au bout d'un moment, le secrétaire commence à dire, le pauvre, il s'appelle frère Réginald. Et on a des petits trucs de lui. Alors, le pauvre, il commence à dire, bon, frère Thomas, qu'est-ce qui se passe là? Faut nous dire qu'est-ce qui... Voilà. Et Thomas lui dit, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Et il meurt 2 jours après.
tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Alors, il est dit que frère Réginald, entendant ça, récupère tous les manuscrits de la tôle, de la pièce, il récupère tout, parce qu'il a peur que Thomas mette le feu à ces trucs. Donc on a le théologien, philosophe, sommet, Times New Roman 12, machin, tout ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Il a vécu vraisemblablement une expérience, laquelle, je sais pas, un truc qui vous fait suspendre comme ça pendant plusieurs heures, bon, on imagine que c'est comme Socrate qui s'arrête en plein milieu de la ville et qui reste comme ça pendant des heures, vous voyez. Enfin, les philosophes toujours un peu, il y a un petit pet au casque, j'espère que ça va pas m'arriver un jour, ça y est, en plein cours, des heures, et là, tout le monde sort de l'amphi et tu restes tout seul comme ça. Là, non, ce serait terrible. Voilà, et donc Thomas d'Aquin meurt comme ça. Pour autant, on a récupéré, grâce à Réginald, merci Réginald, sa somme de théologie, ses commentaires, etc. Il n'a juste pas été au bout de la somme de théologie. Il était censé faire 2 sacrements. Il lui manquait 2 sacrements sur les 4 tomes des différentes questions. Là, comme ça. Il lui manquait 2 sacrements. Le sacrement de mariage. Donc pendant 1000 ans, l'Église catholique a considéré que le mariage était une sous-vocation. Parce qu'en fait, personne n'avait réfléchi tellement dessus. Il a fallu attendre un pape, Jean-Paul II, pour que le mariage redevienne quelque chose. Ah, en fait, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Et l'autre, c'est le sacrement des malades. Donc voilà. Il nous manque cet apport-là. Bon, je vous laisse avec cette information, je ne sais pas quoi en faire. Et justement, dans cette somme de théologie, alors, somme de théologie, vous voyez, on a premier. Donc, c'est le premier gros chapitre. Ensuite, la question 83. Vous imaginez le nombre de questions qu'il traite par chapitre? Il y a beaucoup de chapitres. Article 1. Oh, punaise. Il y a plusieurs articles par truc. Et on étudie la réponse. On n'a pas vu les objections, d'accord? Et ni la réponse aux objections. L'homme possède le libre arbitre, ou alors les conseils, les exhortations, les préceptes, les interdictions, les récompenses et les châtiments seraient vains. Donc ça, c'est une raison plutôt de vraisemblance, vous voyez. C'est-à-dire que si réellement l'homme n'était pas libre, s'il était absolument déterminé, ben en fait, ça ne servira à rien de lui dire si tu fais ça, tu auras un sucre, et si tu fais ça, tu auras un coup de bâton, ou alors je te conseille de ne pas trop faire ça, etc. De toute manière, il est déterminé, donc il va le faire. Pour établir la preuve de la liberté, considérons d'abord que certains êtres agissent sans aucun jugement, comme la pierre qui tombe vers le bas et tous les êtres qui n'ont pas la connaissance. Donc ça, c'est assez simple, vous avez bien compris. Hein. A priori, quelque chose qui tombe, il n'agit pas par liberté. Donc ça, c'est pour s'opposer un petit peu à toute la pensée animiste, vous voyez, qui fait de toute chose quelque chose doué d'une âme, d'une volonté, d'une détermination, etc. La pluie qui vous tombe dessus ne vous tombe pas dessus volontairement. Ça ne sert à rien de maudire le ciel pour ça. D'accord ? Quand vous êtes éclaboussé par un bus qui passe à côté dans une flaque, les gouttes vous tombent dessus, c'est pas contre vous. D'accord ? D'autres êtres... Oui, pardon. Déjà, je suis d'accord avec sa première phrase, dans le sens où si jamais les conseils, les exhortations, les préceptes, les interdictions sont déjà partis du monde liberté de l'homme, que c'est inclus dans... Oui, mais donc il serait totalement vain. Non, il serait pas vain. Bah si. Oui, mais celui qui vous fait l'interdiction, il est libre de le faire ou pas? Bah non, mais donc vous comprenez bien, tout est vain, résultat. Un homme qui va vouloir tuer quelqu'un, si jamais il n'est pas libre, si jamais il n'est pas libre de décider, il va prendre sa décision en fonction de soit il a la représailles. Mais non, il va pas prendre sa décision. Il va pas la prendre, il va agir en fonction de... Bah oui, mais agir en fonction de... Mais vous comprenez bien, si vous dit, si vous commencez... Là, par exemple, vous avez essayé de me poser une question. Mais d'accord. Vous êtes totalement libre de le faire. Si je vous dis, arrêtez de me poser des questions. Si en réalité,
n'y a pas de liberté, cette contrainte ne va pas vous empêcher de la poser. Ou alors je suis rationnel et mon cerveau a voulu poser cette question. Ouais. La réponse à la question suscite en moi de La réaction. curiosité. Ouais. Et donc je vais vouloir reposer la question malgré ma tête. Oui, mais on va continuer, vous allez comprendre. D'accord ? Mais retenez bien ce que vous venez de dire. D'accord ? D'autres êtres agissent d'après un certain jugement, mais qui n'est pas libre. Ainsi, les animaux, tels la brebis qui, voyant le loup, jugent qu'il faut le fuir. C'est un jugement naturel, non pas libre, car elle ne juge pas en rassemblant des données, mais par un instinct naturel. Et il en va de même de tous les jugements des animaux. Vous voyez, c'est la pensée réflexe. Mais l'homme agit d'après un jugement, car par sa faculté de connaissance, il juge qu'il faut fuir quelque chose ou le poursuivre. Cependant, ce jugement n'est pas l'effet d'un instinct naturel s'appliquant à une action particulière, mais d'un rapprochement de données opéré par la raison. C'est pourquoi l'homme agit selon un jugement libre, car il a la faculté de se porter à divers objets. Il n'est pas déterminé en fait à un ou deux objets. Il a la possibilité de se déterminer à plein d'objets possibles. En effet, dans le domaine du contingent, et alors attention, là c'est la partie un peu technique, la raison peut suivre des directions opposées, comme on le voit dans les syllogismes dialectiques et les arguments de la rhétorique. Or, les actions particulières sont contingentes. Par suite, le jugement rationnel qui porte sur elles peut aller dans un sens ou dans un autre, et n'est pas déterminé à une seule chose. En conséquence, il est nécessaire que l'homme ait le libre arbitre par le fait même qu'il est doué de raison. Et vous voyez, le fond de l'argument, c'est celui-là. C'est pas l'argument de dire, en fait, les conseils, les exhortations, les machins, en fait, ça servira à rien. C'est, non, si on admet que l'homme a une raison, c'est-à-dire qu'il a une connaissance non pas particulière des choses, mais universelle des choses, alors il est indéterminé par rapport à ces choses-là. Manger un kebab, est-ce que c'est bon ou pas ? Ouais. Vous pouvez répéter votre phrase avant le kebab. Oui. Le fait que l'homme est doué de libre arbitre est dû non pas au fait que les exhortations, etc., se révèlent, etc., mais parce qu'il est doué de raison, il a une connaissance universelle des choses, et non pas singulière. Et donc il est dans une indétermination par rapport aux choses singulières qu'il connaît par le biais de l'universel. Quand je vous dis le kebab est-il bon ? Je ne vous parle pas du kebab qui est en face de la gare, à côté de l'hôtel de la gare, là. Je vous parle du kebab en soi. Et donc, quand je vous demande, est-ce que manger un kebab, c'est bon ? Votre réponse, elle se porte directement sur quelque chose d'universel. Elle cherche à trouver une nécessité universelle dans le kebab. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Et là, il y a quelqu'un d'intelligent qui va venir me voir, qui va me dire, attendez. Ce kebab-là, l'horreur. Chia s'assurer. L'autre kebab, génial, très bon, toi prendre. Vous voyez ? Enfin, on est sur une appréciation qui est singulière par le biais de l'universel. C'est ça que vous n'arriviez pas à noter tout à l'heure. Hein. L'homme a une appréciation des choses singulières par le biais de son universalité. Et donc, ça le rend très indéterminé par rapport aux choses. Regardez, avec qui il faut que vous soyez en couple ? Universellement, votre raison, elle ne peut pas répondre. Mais ça vous rend totalement indéterminé, enfin totalement, plus ou moins, hein, mais relativement indéterminé par rapport aux choses singulières que votre raison comprend selon la modalité de l'universel. Tu vois plein de mecs devant toi, tu pourrais être avec tous ces mecs-là.
Ta raison n'est pas forcément capable de te dire « ce mec-là est le meilleur ». Voilà pourquoi, chers amis, il existe un trouble dans le sentiment amoureux qui est terrible. On aimerait bien que notre raison nous dise dans une lumière totalement éclatante « c'est celui-là, vas-y, c'est celle-là, vas-y, tu peux y aller, vas-y, c'est très bien, ça va très bien se passer ». Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Nombre de personnes, vous savez, croyantes, musulmanes, chrétiennes, etc., qui attendent un signe de Dieu pour prendre leurs décisions concrètes. Ils attendent qu'il y ait un laser, une lumière, un signe, qu'il y ait des... J'ai des personnes comme ça, oh là là, pauvre vieux. Un étudiant qui était venu me voir, qui était angoissé comme pas possible pour la question de savoir s'il voulait devenir prêtre ou s'il voulait se marier. Angoissé comme pas possible, et voilà. Et j'essaie de lui dire voilà ce que c'est que la liberté, que finalement il y a vraiment une totale liberté, donc il doit choisir ce qu'il veut, et pas tout de suite réfléchir à ce que voudrait un autre, de choisir ce qu'il veut. Et il sort de mon bureau en me disant non mais de toute manière je sais très bien qu'aujourd'hui j'aurai des signes. Très bien. Il revient me voir le lendemain, il me dit alors j'ai quelqu'un qui m'a dit à la messe qui m'a dit que vraiment vu comme je priais je suis fait pour être prêtre. Et en fait, en sortant de cette messe, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle me verrait trop père de famille. Et je lui dis merci les signes. Hein. Oh là là, que c'est bien les signes. Et finalement, tout devient signifiant pour celui qui veut que Dieu fasse sa volonté, tu sais. Si dans le fond, tu as envie d'être prêtre, tu vas tout voir à l'aune de la prêtrise. Si dans le fond, tu as envie de te marier, tu vas tout voir à l'aune de ça. Si au fond, tu as envie des deux, tu verras tout à l'aune des deux. Parce qu'il n'y a pas de déterminisme, malheureusement. Vu que tu as une raison, eh bien, tu as la joie d'avoir une indétermination par rapport à ça. Et c'est ça ta liberté. Attention, là, on est en train de parler de la liberté innée. Disposition innée. Parce que pour ce qui est de l'ordre de la disposition acquise, donc c'est-à-dire à faire notre vrai bien, il faut que notre intelligence nous renseigne sur le bien. Il faut que, quand tu regardes tous les mecs qui sont présentés devant toi, ton intelligence te dise, alors lui, certes, il est magnifique, mais c'est un parfait connard. Parce que, et que ça soit rationnel. Tac, 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 tac. Et on va le voir au semestre prochain. Parfois, votre instinct vous dit des choses aussi. Ce sera bon de l'étudier. D'accord ? Donc ça va pour la liberté ou pas ? Vous comprenez que c'est une confrontation, la liberté, elle est permise par la confrontation entre notre appréciation rationnelle des choses et notre appréciation sensible des choses. À la fois connaissance singulière, connaissance universelle. Alors maintenant, comment on va déterminer qu'une chose est bonne ou mauvaise ? Vous voyez, on est libre, donc on doit discerner comment on va déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Première réponse, mais ça dépend des personnes, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, parce que ça dépend de la morale de la personne. Ta gueule. D'accord ? Non, mais en fait, pourquoi je vous dis ça ? C'est que maintenant que vous savez que le bien est naturel, que vous avez une raison, vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. La personne qui vous dit ça dépend des personnes, etc., elle est dans la logique de Cyprien, qui n'est pas du tout la logique de Cyprien, pardon Cyprien, j'exagère, je ne vais pas dire ça. Elle est dans la logique de l'hubris, de la démesure, qui consiste à dire « c'est moi qui décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour moi ». Mais non. Regardez les personnes, par exemple, qui se disent « je veux être… » Prenez n'importe quel métier, « je veux être médecin ». Et elles sont persuadées de ça pour tout un tas d'éducation, de trucs comme ça. Enfin bon, bref, il y a plein de conditionnements qui peuvent être là, de dispositions qui peuvent être là. Elles sont persuadées. Et donc elles vont tout faire, elles vont dire, mais en fait, être médecin, c'est super, être médecin, c'est super, être médecin, c'est super. Je veux que ça soit bon pour moi. Le jour où elles commencent à exercer en tant que médecin, elles se rendent compte que c'est la catastrophe.
Elles sont tristes, elles sont pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une désintégration intérieure. Et bien, ça prouve bien que tu ne décides pas ce qui est bon pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est décidé par un autre, calme-toi. Mais ça veut juste dire que le bien, c'est naturel. De la même manière que ces lunettes ne choisissent pas et ne décident pas si elles vont aller en haut ou en bas, de la même manière, tu ne décides pas ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi. Et les autres non plus ne décident pas ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi. Il y a des personnes pour qui certaines choses, c'est super et d'autres, c'est pas bien. Vous avez parlé de l'alcool. Vous avez des personnes qui ont un foie nul, qui ne peuvent pas prendre d'alcool du tout. Il y a des personnes, dès qu'elles prennent de l'alcool, elles deviennent alcooliques. C'est mauvais. Il y a des personnes, quand elles boivent de l'alcool, elles ne deviennent pas alcooliques. C'est pas mauvais. Faut le dire, il y a des personnes qui, quand elles roulent à 140 ou à 150, c'est pas grave. Elles maîtrisent. Il y a des personnes, c'est des fous furieux. Elles ne maîtrisent pas. Oui, il faut juste le dire, il faut juste le rappeler comme ça, parce que pour les personnes qui veulent vous imposer des choses et des règles en permanence, il faut les calmer un peu. Il y a des personnes, je me permets de le dire parce que c'est un sujet que j'aime tellement, la religion, vous n'imaginez pas. Il y a des personnes qui vous font la morale, qui vous disent comment c'est bien ou c'est mauvais pour vous d'honorer votre Dieu. Il faut s'asseoir de telle manière, il faut se comporter de telle manière, il faut dire telle chose, il ne faut pas dire telle chose, etc. Mais attendez, oh! Comment elles savent ce qui est bien? Si elles arrivent à vous le fonder dans la nature, dans votre nature, d'accord, super. Si elles en sont incapables, c'est difficile. D'accord? Et donc pour ça, il va falloir déterminer quels sont les critères de qualification morale d'un acte. Comment vous déterminez qu'un acte est bon ou est mauvais? Alors d'après vous, comment vous déterminez si un acte est bien ou mauvais? Ouais. Des conséquences, ok. Donc très bien, les conséquences, ça en fait partie. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Si l'acte qu'on fait, on le fait en accord avec nos valeurs. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas moi, sauter à la corde, c'est c'est contre tes valeurs. Je sais pas, par exemple, je sais que je vais en ressortir, je vais vomir, ou alors je sais que c'est... Imaginons, je me dis que c'est un rite satanique. Sauter à la corde est un rite satanique, ok, je te suis, vas-y. Imaginons c'est ça, c'est contre mes valeurs, à ce moment-là, ce sera un mal. Par exemple, si je me dis, oui, sauter à la corde, c'est s'émanciper, c'est montrer à la société que je peux sauter à la corde, ça va être un mal. Oui, mais est-ce que sauter à la corde, c'est réellement bien ou pas? Tu comprends ce que je veux dire? Même si c'est pas en accord avec tes valeurs. Bah, je dirais, c'est très simple de dire ça dépend des personnes, mais là où ça prend tout. Oui, mais t'as raison, non, mais... Je dis pas qu'il y a un bien universel en fait. À part par exemple pour les biens, je dirais corporels, par exemple pour le corps humain. On y reviendra. On y reviendra. Tu retiens ça, hein? Oui, et après toi. Oui, les conséquences. Il l'a dit tout à l'heure. On regarde les conséquences. Ouais. Je suis d'accord. Conséquences au sens large, soit sur soi, soit sur les autres. Ouais. Il faut avoir la volonté d'agir avec le bien. Je crois que c'est Kant aussi qui dit ça. Ah, t'es kantien jusqu'au bout des ongles, toi. La volonté de faire le bien. Donc, sois plus précis. Est-ce que tu as le mot français pour ça? Là, t'emploies une périphrase, volonté de faire le bien. Ouais. Non, ça c'est chez Kant, carrément. Mais non, oui, bien sûr. Mais pas chez Kant. C'est quoi quand tu veux faire le bien? On appelle ça comment? La bienveillance, oui, bien vu. Mais dis donc, t'es très forte. Mais non, pas dans ce sens-là. L'intention. J'ai ou non l'intention de faire telle chose. Si mon intention quand je te fais quelque chose, c'est de te faire du mal, mon action devient mauvaise, quand bien même elle semblait bonne. Tu vois, si je veux être gentil avec toi, mais dans le but de t'humilier en fait, en te proposant ma gentillesse à la gueule, eh ben, ma gentillesse, elle est mauvaise.
Donc ça, c'est le premier qu'on a. Les conséquences font partie d'un autre. On a l'intention. On a quoi d'autre? Ouais. Les moyens. Ouais, les moyens employés. Donc ça va avec les conséquences. En fait, je vais vous dire, moyens, ça appartient au grand groupe des circonstances. Tu as l'intention de l'acte, les circonstances de l'acte. Ouais. Alors, c'est pas mal, mais t'es au bord du truc. C'est pas mal. Le troisième, c'est de savoir si l'acte que je fais me réalise vraiment. L'acte en lui-même, indépendamment des circonstances, indépendamment de mon intention, est-ce que l'acte en lui-même, il est bon? Vous voyez, on a 3 circonstances pour savoir si un acte est bon ou mauvais. Vous ne pourrez pas poser de jugement moral, c'est-à-dire de dire c'est bien ou c'est pas bien, si vous n'avez pas les 3. On reprend mon exemple du premier cours. Si on prend une locomotive dans laquelle vous êtes et qu'il y a une personne ou 5 personnes sur les rails, vous n'avez pas ni l'acte, ni les circonstances, ni l'intention de cet acte-là. Donc, vous devez vous abstenir de tout jugement moral. Oui. Comment on détermine la bonté de l'acte? On y arrive, voilà, c'est bien. Là, tu poses des questions morales. Comment on détermine la bonté d'un acte? Eh bien, en fait, tu vas regarder la nature de celui qui agit et la nature de l'acte produit. Et il va y avoir une confrontation. Et donc, il va y avoir des actes qui sont... C'est assez perturbant d'avoir quelqu'un qui a des écouteurs, vous savez, pile quand vous êtes en train de parler. Non, mais les cache pas. Non, mais l'autre, il... C'est-à-dire que l'autre, il croit que parce qu'il met sa main dessus, c'est bon, ça va beaucoup mieux. L'acte, il va être soit bon, soit mauvais. Par exemple, tuer. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ouais. Dans tous les cas. Sauf dans... On met une exception, là, ça y est. Sur un animal, bon, ça peut être bien, mais ça peut aussi être mauvais. Très bien, mais c'est très bon. Donc ça peut être bien ou mauvais, en fait, tuer. Oui? C'est pareil que pour l'exemple du train, on n'a pas les circonstances. Ok, là je te demande de réagir indépendamment de l'intention, indépendamment des circonstances. Est-ce qu'il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais? Le viol. Pourquoi? Parce que, à la différence, par exemple, de tuer, tuer admet beaucoup trop de circonstances qui peuvent varier entre bien et mal. Attends, tu n'as pas compris. Tu me remets des circonstances là. Oui. Alors, le viol, je dis que c'est intrinsèquement mauvais parce que c'est aller à l'encontre de la volonté, c'est vraiment aller à l'encontre de la volonté de l'autre pour Oui. satisfaire son propre plaisir. Et en quoi c'est pas naturel chez toi ça? En quoi c'est pas naturel? Ouais. Alors chez moi c'est pas naturel. Non, pardon. Non mais on s'en fout de chez toi. En quoi c'est pas naturel chez l'homme? En quoi c'est pas naturel chez l'homme? Parce que je dirais Tu peux fermer la porte s'il te plaît. non, en fait, il n'y a pas de c'est naturel ou pas chez l'homme. C'est l'instinct de se reproduire chez certaines personnes. T'es sûr que c'est pour se reproduire? Il y en a pour leur propre plaisir, ils vont le faire. Mais c'est pas... On peut pas en faire une généralité en fait. Eh oui, mais c'est ça, tu vois, on peut pas en faire une généralité. Moi, je te le dis, hein. S'il vous plaît. Le viol est intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire que ça vient désintégrer la personne qui est violée en ça, sans aucun doute, mais même le violeur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre quand on fait de la morale. Le mal n'est pas quelque chose de « Ah, c'est pas bien, il faut pas le faire ». Le mal, c'est que vous privez du bien qui vous est naturel. Voilà pourquoi, pour aller dans le sens de votre camarade du fond, tuer pour un être humain, tuer un autre être humain, c'est intrinsèquement désintégrant. Et même psychologiquement désintégrant.
Même quand tu défends ta vie. Tu défends ta vie, hop, tu es obligé de l'embrocher parce que tu es en train de te défendre. Le fait de l'avoir tué, mais tu désintègres en toi quelque chose. Il y a quelque chose en toi, et en fait, certains vont l'expliquer en disant, mais si je suis capable de prendre une vie, donc dès lors qu'il y a des personnes qui ont thématisé ça en se disant, mais quand je tue quelqu'un, j'autorise à me tuer. En fait, je viens nier en moi la possibilité de vivre ma vie et, vous voyez toutes les réflexions sur la peine de mort, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de tuer au nom de quelque chose d'autre ? Eh bien, c'est pour ça que ceux qui sont pour la peine de mort vont vous dire, ce n'est pas quelqu'un qui doit tuer quelqu'un d'autre. C'est la société qui, dépassant l'individu, bute l'individu. Et c'est une légitime défense. Alors ceux qui sont contre la peine de mort vont vous dire, oui, mais ça reste une personne, enfin, à un moment, il faut bien qu'il y ait une personne qui injecte le truc, qui appuie sur la chaise électrique, enfin, qui fasse quelque chose. Mais, vous voyez, la perspective de tuer est toujours intrinsèquement désintégrante. La pédophilie, c'est intrinsèquement désintégrant. En plus, c'est pathologique pour certains. Mais il y a certains qui sont juste de l'ordre du vicieux. L'acte posé est intrinsèquement mauvais. Voler, c'est pas intrinsèquement mauvais. Ah. Et alors là, il va y avoir des discussions, des choses comme ça. Attendez, je m'en fiche d'avoir votre avis sur le vol, c'est pas trop la question. Oui. Non. Ouais. Attendez, je dis pas que c'est pas permis. C'est que, non, mais en fait, là, on est en train de parler de moralité. On n'est pas en train de parler de légal. Qu'une société dise, voilà, tuer dans certains cas, c'est obligatoire. L'armée, la légitime défense, etc. Donc, il faut le faire. Ok. Le philosophe va vous dire, ouais, c'est un moindre mal. Mais ça reste un mal. C'est-à-dire que ça vient désintégrer. Regardez les militaires, les snipers, qui, au moment où ils tirent, quand ils voient la tête du gars, on n'est pas sur Call of, hein, donc ils voient la tête du gars, ils se disent, ce mec, il a des enfants, il a une femme. Il est comme moi dans cette guerre qu'il n'a pas voulu. On est obligé d'être là, personne ne veut être là, et je le bute. Je vous assure que quand il rentre chez maman, il n'est pas bien. Le nombre d'Américains qui sont obligés de se faire des thérapies, des trucs comme ça, parce qu'ils font des trucs atroces. Ils font des trucs atroces, parce que ça ne nous est pas naturel de faire le mal. C'est même le contraire. Ça nous désintègre de faire le mal. Et donc, il faut bien avoir conscience que le bien et le mal ne sont pas à convertir en légal et en illégal. Il y a des choses parfaitement immorales qui sont légales. Parfaitement immorales. Et il y a des choses totalement morales qui sont totalement illégales. Vous n'avez pas le droit d'aider un pauvre, de voler quelque chose pour aider un pauvre. Vous n'avez pas le droit de faire la justice, vous-même. Ah bon ? J'ai pas le droit de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est quand même très étonnant. Oui. Donc tuer ne peut jamais être un bien, même si c'est comme vous l'avez dit, se faire justice soi-même. Eh bien, c'est pour ça que dans l'acte de tuer, il faut bien distinguer deux choses. Il faut bien distinguer le fait que en vous, ça va entraîner une désintégration, car ça vous est contre nature. Attention, à nouveau, hein, là je vous dis, c'est une thèse personnelle. D'accord ? Donc, comme tout ce que je vous ai dit pendant ce cours-là, ce cours, vous prenez de la distance. Le but, c'est que vous compreniez mon cours, que vous le connaissiez. Après, vous faites votre avis. Hein. C'est-à-dire, vous êtes adulte. Je considère que vous êtes adulte. Mais tout ce que j'ai pu travailler sur la question de tuer, de l'acte de tuer, en fait, vient désintégrer en nous quelque chose. Vient désintégrer en nous Freud appellerait ça une pulsion de vie, déjà, rien que simplement ça. Donc ça, c'est au niveau psychologique. Mais même, quand vous parlerez d'universaliser la maxime, en fait, si tout le monde se bute, ça marchera pas, etc. Vous voyez la question de l'euthanasie, par exemple. L'euthanasie, c'est pas de savoir mourir dans la dignité. Genre, il existe des... Ça n'existe pas, mourir dans la dignité.
Genre, tu glisses dans une baignoire, tu te fracasses la tête sur le robinet, et les gens vont dire, ah là, c'était très digne. Non, mais non, c'est pas digne. Instaurer une dignité dans la mort, ça n'existe pas. La question de l'euthanasie, c'est pas de savoir si on veut qu'il y ait des gens qui meurent dignement ou qui ne meurent pas dignement. La question, c'est de savoir, est-ce que les médecins ont le droit de buter d'autres personnes? C'est ça la question morale. C'est pas la question de savoir si l'autre il veut mourir ou il veut pas mourir. Ça, on s'en fout moralement. Hein. S'il veut se suicider, rien ne l'empêche de se suicider. Il n'y a pas une loi qui dit, alors attention, on interdit le suicide. Qu'est-ce que tu vas faire? Il s'est suicidé. Par contre, est-ce qu'on a le droit d'impliquer quelqu'un d'autre dans notre suicide? Est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un de nous buter? C'est ça la question morale. C'est ça la question morale. Vous voyez? Moi, je serais beaucoup plus à l'aise avec le fait qu'il y ait des ventes de poison. Vous voyez, vous allez à la pharmacie, vous avez une ordonnance, voilà, cyanure, ciguë et compagnie, un petit cocktail et compagnie. Voilà, bah écoutez, tu veux en finir, tu le récupères, tu vas chez toi, tu organises ça comme tu veux, tu fais une fête, tu fais un machin, on s'en fout. Et puis, tu te butes, d'accord. Le fait de demander à une institution, notamment de demander à un État de gérer ça, oh, c'est pas bon. Enfin, c'est pas prudent. Là, je dirais pas que c'est pas bon, mais je dirais que c'est pas prudent. Vous voyez, mais donc il existe des actes qui viennent vous désintégrer et des actes qui viennent vous réaliser. Qu'est-ce qu'un acte bon? Je vais vous dire quelque chose qui pour moi est très important. Faire le bien, ça fait du bien. Oh, révélation. Mais vraiment, révélation. Faire le mal peut faire plaisir aussi, hein, de temps en temps. Hein. Mais je peux t'assurer que faire le bien, ça fait du bien. Arrêter de mentir, par exemple. Te mettre à dire la vérité. Oh, au début, c'est difficile. Mais au bout d'un moment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et au-delà de faire du bien, ça correspond à ta nature. Avoir des amis et partager des temps avec tes amis, des temps de qualité avec tes amis, de faire des choses avec tes amis, c'est bon pour toi. Ça correspond à ta nature. Réussir des défis. Te poser des défis, les réussir. C'est bon, ça correspond à ta nature. Le bien n'est pas plus compliqué que ça, hein, quand tu regardes l'acte. Alors ça, c'est par rapport à l'agir. Alors maintenant, il y a la deuxième chose, c'est l'intention. Oui. Juste, si on dit que l'homme, naturellement, n'est pas fait pour faire le mal, pourquoi on a tendance à dire aujourd'hui que l'homme est mauvais? Parce que, en fait, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'en l'homme, il y a tellement de faisceaux, de tendances contradictoires. Et ça, c'est vrai, c'est un vrai mystère pour moi. Il y a un vrai mystère, c'est que l'être humain, naturellement, le bien le réalise. Et pourtant, il y a une espèce de désintégration intérieure qui lui fait aller vers des trucs qui sont profondément mauvais pour lui. Et qui vont le rendre malheureux, en fait. Oui, c'est chelou. Je suis d'accord. Mais en fait, quand vous regardez, c'est un mystère qui a toujours habité les gens. Et notamment, la religion est c'est un des sujets où la religion essaie de répondre. Vous voyez, les Égyptiens, par exemple, pensaient que l'homme s'était révolté contre les dieux. Et que les dieux, en fait, habitaient sur Terre pendant un temps. Et qu'en fait, les êtres humains vivaient avec eux. Et que ça se passait bien. Et en fait, les êtres humains se sont révoltés contre les dieux. Et donc, les dieux se sont barrés, ne laissant plus que le pharaon comme dieu sur Terre pour essayer de gouverner. Mais le fait que les dieux se barrent, ça a créé une disharmonie à l'intérieur de l'homme. Et donc l'homme se met à vouloir faire le mal. Vous avez le péché originel chez les chrétiens, chez les juifs aussi, où vous avez le premier homme qui décide de bouffer un fruit, on lui avait dit tu le fais pas. Et ça entraîne en lui tout un tas de problèmes. Voilà. Vous avez chez les hindouistes, par exemple, l'idée que notre vie est faite pour sortir de la samsara.
Donc vraiment de ce cycle de réincarnation. Et donc en fait, toute notre vie est une espèce de tentative d'élévation. Et donc en nous se combattent le yin et le yang. Et il faut arriver à essayer de sortir de cette dialectique-là et se dépersonnaliser. C'est quelque chose que, objectivement, on ne comprend pas trop. Pourquoi il y a ça en l'homme? La philosophie moderne, elle se dit l'homme est mauvais, l'homme est naturellement mauvais, et donc il faut que la société, l'État, viennent contrôler. Donc soit par le contrat, soit par le Léviathan, soit par... Enfin, vous prenez tous les philosophes modernes là-dessus. Il faut que la société vienne empêcher l'homme de faire le mal. Les philosophes grecs, eux, ils considèrent que l'homme est naturellement bon, et que... Donc, c'est-à-dire qu'il a une tendance au bien, mais que c'est difficile. Et donc, il va devoir lutter, il va devoir se battre. Oui. Et non, parce que la facilité n'est pas forcément ce qui est naturel. Mais je suis d'accord avec vous, hein. C'est-à-dire que on va dire la facilité n'est pas le signe de la naturalité. Ce qui est signe de la naturalité, c'est le repos. Une chose accomplit son mouvement naturel à partir du moment où elle est au repos. Elle bouge plus. Elle a accompli son mouvement naturel. Ce qu'ont remarqué les Grecs, c'est que le mal ne nous met pas en repos. L'intelligence dans le mensonge, en fait, elle n'arrive pas. Elle veut en permanence chercher la vérité. Seule la vérité lui donne le repos dont elle a besoin. L'affectivité, c'est pareil. L'homme qui est constamment haï ou constamment dans la haine, eh ben, il n'est pas en repos. En fait, il est constamment dans un trouble. Alors que justement, quand il est dans un certain amour, dans une certaine amitié, dans une certaine bienveillance, il y a un repos qui s'installe. L'homme dans la souffrance, il n'est pas en repos. L'homme dans le plaisir, il est dans le repos. Oui, ça indique davantage ce qui est plus naturel, le repos. Vous le voyez, vous savez, à certains lieux, quand vous avez l'impression d'être à votre place. Ou dans une relation, quand vous avez l'impression d'être à votre place. Ça, vous voyez, c'est un signe de connaturalité avec le lieu, avec la chose. On fait une petite pause. On se donne rendez-vous à 16h02. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile,